loi n'est pas dynamique. La loi, là, elle s'applique. La loi, là, elle s'interprète. Et ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la Constitution. Nous sommes en train de dire qu'il n'a pas le droit de faire un quatrième mandat. Jamais on a dit que le RHDP ne peut pas se présenter. Le RHDP n'a pas présenté notre candidat. Le RHDP qui s'est proposé aux gens d'avoir des plans B, là. Mais ils n'ont pas proposé de plan B, et puis quelqu'un a dit non. Tout parti constitué, tout parti qui se crée, son objectif, c'est l'accession au pouvoir d'État. Mais alors pourquoi un parti ne se présenterait pas ou ne présenterait pas un candidat? Mais la qualité du candidat proposé, mais c'est ce qui prête à polémique. À polémique par rapport à quoi? Par rapport au test. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si M. Alassane Draman a dit que 78 ans, c'est trop pour gérer quoi que ce soit. 100 ans, c'est trop pour gérer quoi que ce soit. Tant qu'il se sent fort, mais qu'il se présente, il en a le droit puisque le verrou de l'âge a sauté. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'article 183 de la Constitution de 2016 qui dit que les dispositions actuelles là, mais n'entachent en rien. Je veux dire, ça ne modifie en rien la précédente. Donc, la limitation de mandat, elle existe. C'est pas moi qui le dis. C'est des cadres comme M. Ayédé, des intellectuels, mais qui, eux, sont dans un domaine spécifique, qui, eux-là, sont constitutionnalistes. Donc, Bakongo, qui, eux, sont garants de la loi, dont le ministre garde des Sceaux, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Quand on parle, voici des chèques qui viennent, interprétation des tests sur TikTok. Mais oui, sauf qu'on le fasse. M. Ayédé est avec nous ici, hein. Kokora Inzi est sur TikTok, hein. Donald Trump fait des campagnes sur TikTok. Sauf qu'on le fasse, ok, il n'y a pas de problème. Mais respecte Andy qui ouvre un panel pour qu'on le fasse. Et respecte les Ivoiriens qui sont en bas comme toi actuellement en train d'écouter. C'est ce qu'on dit. On était sur le panel simplement pour parler de notre Côte d'Ivoire. Pour proposer des choses nouvelles à la Côte d'Ivoire. Pour demander à la Côte d'Ivoire de respecter ces tests que lui-même s'est donné en toute liberté. Il y a quelqu'un qui cherche où j'habite, où ma famille habite. J'étais à Abidjan dernièrement et quand je suis à Abidjan, je suis au Dokui, Cité Colombe. Je lui dis ça pour lui, il n'est qu'à écrire. Et je suis juste en face de Narcisse Poko. Il me connaît très bien. Il est directeur du cabinet de Touré Mamadou. Dites-lui ça encore, pour compléter. Mais alors, pourquoi on ne peut pas critiquer ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi on ne peut pas parler de politique? On ne peut pas espérer que les lois soient respectées sans avoir une menace. On a parlé sur ce panel ici, on a menacé qui? J'ai posé ma question à M. Ayédé au début. Il a dit ne répondez pas à ces questions comme ça. Mais au nom de la démocratie, je lui concède cela. Il n'est pas obligé de me répondre. Il n'est pas obligé de parler de quoi que ce soit. Et c'est de ça que nous parlons. Nous disons que M. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat aux élections. Nous, avant même de parler de projet, avant de parler de programme, ne nous déroutez pas. Pour parler de projet, pour parler de programme, il faut que nous ayons des candidats. Nous disons qu'il n'est pas candidat. Nous disons qu'il ne peut même pas être candidat d'ailleurs. Il peut être candidat pour son parti, mais encore que nous vous disons quoi? Que le droit soit dit. Parce qu'il y a le Conseil constitutionnel qui définit de qui est candidat à la fin. Et nous demandons une élection inclusive. Des gens qu'ils ont retirés sur la liste de façon abusive. On ne peut pas juger des gens pour des faits pour lesquels ils ont été déjà jugés. On ne peut pas juger des gens par contumace au prétexte qu'on ne savait pas où ils étaient et que les huissiers sont allés constater leur absence pendant que c'est la Côte d'Ivoire qui les a envoyés là où ils sont. On ne peut pas avoir un pays géré de façon opaque où les libertés les plus fondamentales. Ça. D'ailleurs, on ne peut pas avoir un homme trop puissant, tout puissant et toujours puissant. Obama l'a dit, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Parce que les hommes passent. Donc, si on a un projet RHDP qui est conçu sur 30 ans, sur 50 ans, mais après X, Y peut gérer. Après X, Y peut gérer, ABC peut gérer. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est compliqué de comprendre ça. On demande à M. Ouattara, d'ailleurs, Kouibé le dit tellement bien, lui qui est constitutionnaliste, il dit qu'ils ne peuvent être candidats que par volonté politique. Donc, ça veut dire qu'il y a une manigance politique derrière. Et encore, l'article 48 ancienne de la Constitution, ou même nouvelle, donne droit qui à M. Ouattara, mais de prendre des dispositions pour la quiétude du pays, à faire des gens candidats. Et c'est à là qu'on s'en va. Nous, on ne fait que regarder. Nous, on ne fait que regarder. Voilà, on ne sera jamais fatigué de parler et de défendre notre pays. Merci. Merci beaucoup, Wally. Il y a 05 08 05 qui va prendre la parole pour te répondre. Vas-y, 08 05, pardon. Merci Andy, je salue tout le monde. Bon, je pense que le frère Adéi Ayadé vraiment est passé sur vraiment un grand pan que j'ai voulu parler, c'est-à-dire l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens que le président Ouattara arriva en Côte d'Ivoire en homme providence, en homme providentiel et en sauveur de la Côte d'Ivoire. C'est facile de faire la désinformation. C'est vrai que nous, on était jeunes. En 89, on était encore à l'école primaire, mais quand même, on a pris le temps d'aller essayer de savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que c'est documenté, au fait. C'est documenté. Vous voyez, la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Paix à son âme, le président de la République, ce qu'il a sauvé, c'est que les militaires et les policiers ne se sont pas mis dans la grève. Sinon, toute la Côte d'Ivoire était en grève. Si eux, ils sautaient. Mais le président... Excuse-moi, la grande sœur Crasso, ne quitte pas, je vais te prendre tout à l'heure, la grande sœur Crasso. Vas-y. Les gens sont venus, et le président Ouattara est arrivé en sauveur. Il est venu abréger le plan Moïse Komwe Kofi, qui était de faire quoi? Diminuer les salaires des fonctionnaires. Et c'est ce qui a envoyé cette fronde publique. Mais le président Ouattara est venu avec des mesures simples. En 10 points, dans un projet à court terme, il a réussi à mettre l'économie de la Côte d'Ivoire sur la marche. Voilà ce qui a envoyé la sympathie de tout le monde au président Ouattara. Didi, je te réponds tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans ce pan puisque voilà, le frère Ayédé est rentré. Mais on parle de crédibilité du président Ouattara. Mais ça m'étonne quand les gens demandent. Mais la crédibilité d'un chef d'État, c'est quoi au fait? La première des choses, c'est de savoir gérer son pays, rassurer sa population et être à l'écoute des besoins de son pays. Mais quand un chef d'État arrive à le faire, mais il rassure son pays, il est crédible. On parle de ses paroles. Mais vous êtes politicien, vous n'êtes pas politicien. On dit la politique. La politique, c'est l'appréciation du moment. Donc, la politique est dynamique. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui, mais les réalités d'aujourd'hui, hier, mais les réalités d'aujourd'hui peuvent te faire changer. Monsieur Hawaii a parlé comment on appelle, d'Obama, en disant qu'on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin de fonds. Oui, c'est bien beau. Mais comme tu es aux États-Unis, je vais te rappeler aussi les paroles de Thomas Jefferson, qui est un pionnier de l'indépendance, qui a dit qu'un pays ne va pas, ceux qui ont la capacité de faire quelque chose ont la responsabilité de faire cette chose. On est dans des défis. Il y a des gros défis. En fait, on a deux manières de gouverner, de gérer qui est vraiment différent. La preuve, le président Ouattara et le RHDP, c'est des gens qui sont dans l'anticipation, ce qui n'est pas dans votre cas. Parce que si c'était votre cas, le problème de la CEU, vous auriez pu le régler. Vous aurez pu, par exemple, dire que est-ce que la RL, on ne peut pas le faire chaque début d'année, puisqu'on dit on doit le faire chaque année. Mais vous voyez, vous n'êtes pas dans l'anticipation. Et pour finir, parce que moi, je ne vais pas durer, parce que tellement de bonnes choses ont été dites, le bilan du président Ouattara, le président Ouattara et le RHDP, il y a tellement de bonnes choses, il y a trop de bonnes choses à dire qu'on ne va pas essayer de s'étaler. Mais aujourd'hui, vous gérez, votre opposition est une opposition qui est orgueilleuse. Et aujourd'hui, tout ce que vous proposez, ça ne rassure pas les Ivoiriens. Je vais vous donner un exemple terre à terre, comme on peut. C'est comme deux personnes qui draguent une fille. Oui, comme moi, je suis le chauffeur de Woro, j'arrive, je donne toujours 5 000, 10 000 à la fille. Toi, tu es le beau gosse du quartier. C'est toi qui vas venir dire, moi, ma chérie, lui, il est intéressant, pas laisse. Il y a un jeton qui va tomber. Mais arrivé un moment, la fille, elle va se baser sur le palpable. C'est vrai que toi, tu es mon genre. Tu es beau, tu es mon genre, mais bon, tu parles pas français, tu parles chinois. Mais l'autre, il est concret, il est là. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Il fait son effort. Mais les Ivoiriens, dans leur ensemble, ils le voient. Mais s'ils n'aiment pas le président Ouattara, ils sont convaincus d'une chose. Le président Ouattara, c'est l'homme qui a la capacité de gérer ce pays. Et ça tape dans la tête de tous les Ivoiriens. Oui, c'est vrai, il y a les partisans du président Ouattara qui sont vraiment des convertis, qui sont vraiment des gens qui croient. Mais dans l'autre camp, c'est-à-dire que ce soit ceux qui étaient partisans de l'opposition, ceux que vous avez désinformés, manipulés, ils voient un peu ce qui se passe. Je l'ai dit, les nouveaux adeptes du président Ouattara, c'est ceux qui sont impactés directement par sa politique. Et qu'on parle de qui impactés? C'est qui? Ce sont tous ceux qui sont dans l'opération économique. Je vais parler des commerçants, des transporteurs, de nos parents agriculteurs. Je connais bien la région de Saïwa. Voyez, je connais tous les petits villages parce que mon oncle est producteur de cacao là-bas. Vous imaginez que dans un coin comme ça, qui est gros producteur de cacao, il y a des villages qui sont enclavés, qui étaient enclavés. C'est-à-dire que des villages où on produit du cacao, les gens n'ont même pas de route pour aller. Les gens sont obligés de prendre des sacs de 60, 70 kilos de mettre sur un vélo
Est-ce que vous vous rendez compte de la pénibilité de ces gens alors qu'ils participent à votre économie? Mais quand tu vas dans ces régions ne sont plus enclavées. Ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, alors que pendant 60 ans, ils ont connu tous les gouvernants. Donc, lui, tu vas venir lui dire quoi? Même si vous l'avez intoxiqué puis il a détesté le président Ouattara, mais quand il voit que son quotidien a changé, vous voulez qu'il pense comment? Alors que vous tenez des discours guerriers qui ne rassurent pas les Ivoiriens, alors qu'en 14 ans, 15 ans, tout le monde voit comment la Côte d'Ivoire passe. Donc, pour finir, où là je vais chuter, je vais dire, au fait, peu importe, quand le président Ouattara dit que ça sera une élection apaisée, on va montrer une démonstration de force. C'est-à-dire que le président Ouattara soit le seul candidat. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que le peuple décide. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Si on a moins un taux, j'ai dit, notre objectif, c'est un taux au moins de 60%, où le président Ouattara va avoir au moins 96%. Tu sais calculer. Ça veut dire qu'on va lui donner la majorité absolue, de telle sorte qu'on montre que c'est lui qui peut gérer. Et là, dans son allocution, c'est vrai, il y a les forces et il y a les faiblesses. J'avoue. Hein? Malgré que je suis partisan du RHDP, je suis quand même lucide. Voilà, il y a des forces et il y a des faiblesses. Mais les forces, les enjeux qui sont là, sont plus que les faiblesses. Donc, c'est une candidature et quelqu'un qui maîtrise les dossiers. Vous voyez dans l'environnement où on était, ça là, je vais chuter là pour faire. Regardez en Côte d'Ivoire. On a connu une attaque terroriste en ville, à Bassam. Une fois, on a connu des attaques encore au nord. Mais aujourd'hui, le pays est où? Beaucoup de pays autour de nous n'ont pas cette chance. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que toi, tu sors, tes enfants sortent, ta famille sort, et puis tu as peur de ce qui va arriver? Est-ce que vous pouvez imaginer les gens, nous qui sommes dans les pays développés, nous le savons. Mais il a réussi. C'est-à-dire que cette abnégation, les Ivoiriens le voient. Les gens peuvent se déplacer à n'importe quel moment, peu importe en Côte d'Ivoire, ça compte. L'économie, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une population, comme on appelle, une société, une classe moyenne qui est en train de se développer. Et ça, les Ivoiriens le voient. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à faire preuve d'humilité, à rentrer dans le jeu politique. La défiance avec le RHDP ne vous paye pas et ça vous a jamais payé. Je pense que c'est le moment d'être humble, de respecter ce parti qui est en face de vous, de changer votre politique. Et je pense que peut-être à partir de ce moment, les Ivoiriens pourront vous comprendre. Sinon, vous êtes inaudible. Votre match de deux, on peut, pourquoi? Parce que 200 personnes peuvent créer du grabuge. Hein? Les Ivoiriens ne vous écoutent pas. Donc, cette voix pour dire que vous allez faire le rapport de force, la confrontation de force, vous savez, je vous jure, monsieur Ouahi, je sais que vous savez que c'est peine perdue. Donc, changez votre politique. Pensez au peuple et ensuite on verra. Voilà. Donc moi je vais pas essayer de monopoliser la parole, mais ça c'est des faits. Voilà. Nous sommes en Europe, mais nos activités, faut qu'on va en Côte d'Ivoire. On voit un peu le changement. On voit un peu cette nouvelle pensée des Ivoiriens. Leur défi est économique. Les Ivoiriens pensent aujourd'hui à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils veulent avoir ça, ils veulent avoir ça, ils veulent avoir ça. J'étais stupéfait quand j'ai vu un centre commercial à Cosmos, à Yopougon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle classe de consommateurs qui est là. Si l'économie ne fonctionne pas, comment tout ça peut se faire? Donc, l'opposition, remettez-vous en cause. Votre stratégie est contre-productive. Revoyez et essayez de reséduire les Ivoiriens. Le bras de force, les Ivoiriens ne vont pas vous suivre. Et vous-même, vous le savez. S'ils devaient vous suivre là, c'est depuis avril. Je vous remercie. Très belle. Et Andy, c'est moi, non? Andy, c'est moi? ouais, Zoko. Oui, d'accord. Merci. Merci. Je pense que le frère Ayédé, comme il dit qu'il est spécialiste dans l'économie, il s'est arc-bouté sur le taux de dette qu'il m'a prêté. Mais j'ai pas dit 41 000 milliards. Voilà, j'ai dit 42 000 milliards pour être précis. Et donc, si tu veux la source, je peux te la donner. Mais pour apporter la contradiction, tu aurais pu dire, ce n'est pas 42 000 milliards, mais voici le montant et voici la source. Là, au moins, nous, on allait se baser sur ce que toi, tu dis pour remettre en cause ce que Zoku a dit. Mais malheureusement, tu as parlé sans nous dire le niveau de dette de la Côte d'Ivoire, car cela ne tienne. J'ai aussi remarqué que, oui,
les petites questions qui t'ont été posées, et sûrement que tu n'es pas spécialiste en ça, donc tu as dû esquiver ça, mais c'est pas bien grave. Voilà. Alors, le frère qui vient de parler tout à l'heure, non, mais le rapport de force là, vous voyez tout en violence, mais peut-être parce que vous êtes partisan du RHDP. Sinon, quand on parle de rapport de force, ce n'est pas synonyme de la violence physique ou même la violence verbale. Bon, essaye Ah de non, parler de ce rapport de force. Pour toi, le rapport de force, c'est quoi? non, mais le rapport de force, Actuellement, votre rapport vous, de force, c'est quoi? alors, Andy, tu vas m'ajouter mon montant. Le rapport de force, vous avez fait votre congrès. Vous dites que vous avez rempli un stade et car par vous, personne ne peut le faire. On dit d'accord, on a compris. Nous, on veut organiser une marche. On vous donne même une distance, un parcours. Et vous allez voir au minimum 100 000 personnes là. C'est ça le rapport de force. Vous avez mobilisé, nous aussi on mobilise. Et puis, regardez, pour voir qui est populaire. Si on ne sait pas se battre, qui est le rapport de force. Même si vous êtes habitué à ça, mais ce n'est pas de ça que nous on parle. Voilà, nous ne sommes pas dans les armes, nous ne sommes pas dans les violences physiques, encore moins verbales. Nous sommes dans un cadre purement et simplement démocratique. Nous utilisons les moyens que nous offre la loi, la Constitution. Alors, vous voyez, quand je parlais de la crédibilité de celui qui est là, et puis, bon, mes contradicteurs sont allés dans tous les sens. Mais M. Alassane Ouattara, sous son règne, en 2013 déjà, 110 000 milliards, non, 110 000, ouais, 110 milliards, ouais, pas 1000 milliards, 110 milliards dans l'affaire de la rénovation de l'université de Cocody. Là-bas, le directeur financier seul a été limogé. Et rien n'a été fait, l'argent a été détourné. Là, nous étions en 2000, je pense bien en 2013, voilà, c'est ça. La geste aussi, 1000 milliards, avec le directeur Ibrahima Doumbia, cadre du RHDP. Nous étions en 2019. Mais déjà en 2014, Duncan, Premier ministre, voyageait aux États-Unis pour assister aux assises, aux assemblées annuelles du FMI, de la Banque mondiale. Pour un voyage, il allait faire 250 millions. Et ils en ont fait 400 millions. C'est son directeur financier qui a été licencié. Parce qu'il y a eu un scandale là. En 2014-2015, 337 milliards de noix de cajou dans le secteur anacarde détournés. Sans poursuite judiciaire. Hein. Et ce dont je parle là, l'audit a été réalisé par le cabinet de conseil de Loite. Nous étions en 2014-2015. 2015, prime impayée des éléphants. Après la canne de 2015, 700 millions. Alors, ici, déchets toxiques, 62 milliards détournés. Ça, c'était pour les victimes. Les sources, je peux vous les donner après. Hein, j'ai toutes les sources ici. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. Alors, nous voyons 430 millions qui ont disparu. Hein, le détournement des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est sous Alassane Ouattara. Le détournement même qui me fait le plus mal, c'est lorsque le monsieur dit qu'il fait un programme présidentiel d'urgence pour aider nos parents. Ce programme présidentiel d'urgence géré par le ministre d'État, l'actuel ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Biraima Watibio, voilà, TBO, c'est comme ça on l'appelle, plus de 400 milliards détournés, au point que le FMI et la Banque mondiale ont suspendu ce programme-là. Ils ont arrêté ça. Parce que 400 milliards sont partis, sans poursuite judiciaire. Le détournement de 500 milliards dans la filière café-cacao. Vous voyez? Et puis, 400 milliards aussi aux impôts. Tout ça, c'est détourné hein, sous Alassane Ouattara. Mais je parlais du budget de souveraineté, frère, Ayédé. Bon, peut-être que c'est le budget là qui t'a... Mais le fonds de souveraineté là, c'est comment? Budget de souveraineté, sous Babo, c'était 80 milliards. Sous Ouattara, c'est 342,6 milliards par an. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Voilà. Le budget de souveraineté de la primature, en 2012, on était à 14 milliards. 2015, 20 milliards. 2017, 30 milliards. 2018, 35 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Des choses que vous avez dénoncées hier. Vous êtes devenu champion dedans aujourd'hui.
Et quand on vous dit que vous n'êtes pas crédible, vous dites oui, Ouattara a fait comme ci, Ouattara a fait ça. Frère, toi qui viens de parler tout à l'heure, là, ce que Ouattara a fait, là, toi, si on te nomme demain président, tu peux le faire. Moi, je suis président demain, je peux le faire. Pourquoi? Parce que ce que le président Alassane Ouattara fait, et comme je le disais sur le plateau de télé de Reflect TV un jour à un de vos partisans, c'est parce que vous avez tout mélangé aujourd'hui, qu'on ne peut pas apprécier ce qui est fait pour le peuple. Un président de la République qui est à la fois président d'un parti politique, c'est difficile pour nous d'apprécier ce qu'il fait. Parce qu'on ne sait plus à quel moment on parle du président de la République sans parler du président du parti politique, RHDP. Mais le président de la République, quand il travaille, l'argent du contribuable qu'il utilise pour parler, pour du moins travailler, mais c'est pas, ça ne vient pas de sa poche. Je vous fais remarquer qu'il a un budget de souveraineté de 342,6 milliards. Ça, c'est un budget de souveraineté. Il y a la présidence qui a plus de 161, je vais trouver le chiffre pour donner le chiffre exact, pour ne même pas que je me trompe, mais il y a le budget de la présidence. Voilà, 161 milliards, 660 306 104 francs. Ça, c'est le budget de la présidence de la République. Pour tous les services qui sont là. Donc, le palais au plateau, et puis sa résidence là. Tous ceux qui travaillent dedans, tous les téléphones, l'eau courante, Internet, tout ça là, c'est le budget qui est là. Le budget de la présidence. Et puis, à côté de ça, Ouattara a un salaire. Mais il ne prend pas son salaire pour faire ce qu'il fait là. Est-ce que vous voyez? Donc, la volonté politique du président de la République, c'est ce qu'on met dans la balance. Mais quand cette volonté politique-là, elle est contrariée par des armes, elle est contrariée par des gens qui viennent partager ton gouvernement avec toi, malgré toi. Quand ta volonté politique de mettre le développement par le canal de la décentralisation, par exemple, la gratuité de l'école et des fournitures scolaires dans le primaire, ne serait-ce que ça, déjà, quand cette volonté-là est contrariée par des prises d'armes, par des gens qui rament à contre-courant, comment voulez-vous qu'on parle de développement? Monsieur Achille Patrick, c'est lui qui était le ministre des Infrastructures hier. À quel moment il a présenté des projets? Monsieur Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, il était ministre de l'Agriculture. Monsieur Kone Mamadou, paix à son âme, il était ministre de la Justice. Alors, soyons sérieux à un moment donné. Donc aujourd'hui, là, pour nous, ça c'est du passé. Nous parlons du présent. Moi, j'ai dit, Alassane Ouattara, là, il n'est plus crédible pour être à la tête de notre pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils nous ont pris la constitution de 2000. Nous avons fait les élections en 2015. Ils disent qu'il a gagné. On dit on a compris. Pendant qu'il est en train de gouverner pour son deuxième mandat, on vient un an après, à peine même moins d'un an, ou bien un an après, on vient, on change la constitution. Dans le changement, le process de la constitution, on nous a clairement défini. Ceux qui doivent le dire, ils l'ont dit clairement. Pardon? Ceux qui doivent le dire, l'ont dit clairement. Et nous l'avons bien compris. Beaucoup chute en une seconde. D'accord, ok, c'est bon. Il y a des motions pour toi. Il n'y a pas de problème. Et donc, cette constitution-là, pour ne pas reprendre Ouahi, de 2015 à 2016, mais de 2016 à 2020, c'était quoi le caractère de cette mandature-là, de 4 ans-là? C'était quoi? C'est quoi? Comment vous qualifiez ça? Pour que nous, on soit à l'aise, pour vous accompagner peut-être. Mais aussi longtemps que... Aussi longtemps qu'on se... Je termine, pardon. 2 secondes. Aussi longtemps qu'on se réfère à la disposition 183, qui est relative à 133 de l'ancienne constitution, et l'article 35, qui est relative à 55 de l'actuelle constitution, nous disons que Alassane Ouattara n'a pas droit à une 4e candidature. Voilà ce qu'il voulait dire. Merci. Merci beaucoup. Il y a des motions, il y a Chèque qui a une motion, il y a 05 qui a une motion. Après, on va passer la grande sœur Crasso, c'est le seul moment qui est sur le panel. Voilà, donc on va passer la parole après à la grande sœur. Andy, mon frère, pardon. Non, Andy, avant je suis en train de m'occuper des gens, donc causer, j'écoute après, je te dirai. Ok, d'accord. Pardon, Andy, avant que les autres n'interviennent. Non, il n'y a pas de problème, s'il vous plaît.
Je veux dire merci Andy, hein, merci Andy. Monsieur Ayede, c'est un plaisir hein, de discuter avec vous, merci. Merci au camarade Zoku. À Cheikh, sache que tu m'as pas heurté du tout, hein, il fallait que je te le dise dans les commentaires. Je dois descendre, je dois courir, je suis déchargé et puis je dois faire un rapport tout de suite. Andy, merci Ok. et puis à tout moment. Merci à tous Merci ceux qui ont bien, suivi en merci. bas. Ok. Tapoter, partager et puis voilà, on fait des débats comme on peut. Merci. Merci. Zoku est là, il va répondre aux questions. Ok. Monsieur Zoku, J'espère qu'il ne va pas fuir aussi. ma question, elle est simple. Hein. Voilà. De toute façon, dans ta dernière intervention, quand tu parlais de la Constitution, toi-même, tu t'es contredit, mais je ne vais pas rester là. Ma préoccupation, c'est une seule question par rapport à votre marche du 2. Je sais que vous n'êtes pas opérateur économique, donc vous ne pouvez pas comprendre un peu l'impact. Attends, quand toi, tu connais Abidjan, tu vas faire une marche de Ibi jusqu'au plateau. Est-ce que tu te rends compte, excuse-moi, je serai un peu fort dans mes mots, est-ce que vous vous rendez compte un peu du degré d'irresponsabilité de cette marche? Parce que si tu es opérateur économique, vous allez vous rendre compte de l'impact que ça peut créer. C'est une rue très commerçante. On est le 2, samedi 2, début de mois. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de l'impact que ça pourra faire sur tous ces commerçants? Parce que si vous participez à l'économie de la Côte d'Ivoire, vous étiez un peu dans les activités, vous allez vous rendre compte un peu de cette incongruité, parce que c'est le mot juste. Est-ce que quand vous posez une marche de Ibis au plateau, pour vous, c'est un acte responsable? C'est un acte des gens qui aiment la Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ma question, si vous pouvez répondre. Mais je réponds à ta question pour te dire que les opérateurs économiques devraient même applaudir des deux mains. Parce qu'on leur envoie des clients. Pour ceux qui ont les petites boutiques à côté, voilà, les gens qui viennent, ils vont acheter de quoi à boire, de quoi à manger. Vous avez famille dans vos poches. Oh non, monsieur Zoku, soyez sérieux. Mais, mon ami, tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Parce que toi, ta question que tu poses, peut-être que tu n'as pas fait attention. Mais quand il y a un rassemblement quelque part, comme ce fut le cas à Ebimpe, tous ceux qui faisaient le petit commerce autour, là, ce jour-là, ils ont fait de la cagnotte. Voilà. Donc, les gens qui viennent marcher, ils ne viennent pas pour troubler le sommeil des opérateurs économiques. Au contraire, ils viennent même là pour dépenser de quoi, même si c'est 500 que chacun dépense, mais à la fin de la journée, les 500 mis ensemble, ça donne quelque chose. Et puis, la marche, elle a été, la proposition qui a été faite au préfet, le boulevard là, c'est 2 voies, ouais, 3 voies, 2 fois. On dit, on prend un côté, et puis l'autre côté là, on peut faire les deux sens sur un côté, comme ça a été déjà expérimenté à Cocody lors de la marche du PDCRDA sur la CEI. Sinon, c'est pas quelque chose qui va s'éterniser, ce n'est pas quelque chose qui est impossible en fait. Latri et VGE, c'est pas pareil, monsieur. Mon ami, je ne suis pas en train de te parler de oh là là. Quand je te dis, non mais attendez, en fonction d'une réalité, on a un dispositif qu'on met en place. Donc quand tu parles de Latri et puis VGE, c'est pas même pareil là. Latri et VGE, c'est pareil, ce sont les mêmes voies, ce sont les mêmes routes. Tu comprends? Latri là, c'est 2 voies. Le VGE là, Félix Houphouët-Boigny, boulevard Houphouët-Boigny là, c'est 3 voies. C'est quoi la différence? Et puis c'est pas pareil. Voilà. Bon, merci Zoku pour la réponse. Il y a Cheikh qui a une question aussi. Cheikh, vas-y, tu as la question. Moi, je fais 3 en 1, 3 questions rapides. Dans son intervention, il a dit que la dette de la Côte d'Ivoire, c'est autour de 41 000 milliards, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il peut nous donner la source? Parce que moi, j'ai vérifié plusieurs sources. Je ne trouve pas ce chiffre. On va mettre Zoku en grand. OK. Maintenant, ma deuxième question. Dans son intervention, il dit que c'était pour une démonstration de force, vu que le RHDP a fait sa manifestation pour démontrer qu'elle est populaire. Eux aussi veulent faire une démonstration. Mais j'ai cru entendre tout à l'heure le ministre porte-parole du gouvernement dit qu'on leur a même proposé de choisir un endroit fermé. Si tel est que ils veulent faire une démonstration de force, pourquoi ils ne choisissent pas un endroit fermé que le gouvernement leur propose plutôt que de vouloir une marche? Et ma dernière question pour chuter, il a cité des ministres qui, selon lui, n'ont jamais fait de proposition, mais étaient dans le gouvernement. Tout à l'heure, moi, j'ai regardé le porte-parole du gouvernement qui expliquait tout ce que certains ministres ont eu à faire lors du Conseil des ministres. Ils ont donné de bonnes informations des nominations. À cette époque-là, le Conseil des ministres ivoirien, là, ça servait à quoi réellement? C'était un salon de causerie où même les ministres partaient donner l'avancement de leur projet ou autre chose, ou bien le Conseil des ministres, c'était juste pour
pour parler de la crise ivoirienne tous les jours? C'est ce que je veux savoir. Mais, cher ami, un conseil des ministres, quand il se tient, on dit il y a un décret, ou bien il y a une proposition de décret sur proposition de tel ministère en liaison avec ceci et cela. Mais une chose est de signer un décret et une autre chose est d'appliquer le décret qu'on signe. Quand on a des ministres qui, une fois ils sont sortis du conseil des ministres, reçoivent d'autres instructions et en fonction de cela, ont d'autres attitudes, comment veux-tu que la vision du chef de l'État soit mise en œuvre? Tu ne peux pas me dire que le projet qu'on avait, l'hôtel des présidents, le prolongement de l'autoroute, la voie qui va à Jacquesville, tous ces projets-là, tu ne vas pas me dire que c'est hier que c'est sorti de terre. Voilà. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qui était ministre de l'Agriculture. Alors, donc, pour te dire que on en a déjà vu les ministres, comment ils ont fonctionné sous Gbagbo Laurent. Donc ça, on ne doit pas, si tu veux, on peut en faire un débat, peut-être une autre fois, mais il y a des ministres qui obéissaient à leur chapelle politique. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas... Et puis les tueurs Vosier qui étaient ministres et tout. Bon, bref, je ne vais pas me moquer du niveau de truc de quelqu'un, mais on a vu. Bref. Ta deuxième question, c'est quoi déjà? Le ministre dit qu'on nous a proposé... Je l'ai aussi écouté. Hein. Je l'ai aussi écouté, puis j'ai entendu même dire que le journaliste béninois qu'ils ont invité, eux, ils ne savaient pas qu'il avait un statut de réfugié. Voilà. Et donc, on invite quelqu'un, on ne check pas, et même quand on l'a arrêté pour le rapatrier, le journaliste a donné sa position de son statut, et ils n'ont pas tenu compte de tout ça, mais on l'a rapatrié. Il a dit que lui, il ne savait pas. Le même que tu cites là, il a dit ça. Et donc, pour te dire quoi? Pour te dire que ce que nous disons, parce que c'est nous qui organisons, c'est pas le gouvernement qui organise la marche. Pourquoi on nous propose un lieu clos? Nous voulons faire une marche, c'est constitutionnel. Et une activité dans un lieu clos aussi, c'est constitutionnel. Des deux, on a choisi une. Et c'est ce que nous voulons faire. Mais la chute du ministre, peut-être qu'il n'a pas fait attention. Quand il pense que nous, on va faire un bras de fer, et dans son esprit de vouloir, de bras de fer, il dit que la sécurité, ou du moins c'est les forces de l'ordre de défense de sécurité là, ils vont appliquer la loi. Ils vont assurer la sécurité. Ils vont faire, mais il a dit que ceux-là, il allait les prendre tous par la boîte, non? À quel moment ils vont venir maintenir l'ordre? Voilà. Vous voyez, les gens veulent nous opposer là où il n'y a pas d'opposition. L'opposition veut marcher. Il faut simplement les encadrer. Ta première question, qui était de savoir le budget, voilà, ou bien la dette, on va dire. La source de où tu prends les... Oui, mais la source, mais moi, ce qui allait me réjouir, vous voyez, c'est que c'est toi qui dis, moi, je ne m'appelle pas Zoku, mais je m'appelle Cheikh, par exemple. Mais voilà mon nom. Mais toi, tu ne me brandis même pas ta source et tu ne me donnes même pas le chiffre officiel. Et puis tu te donnes la source de ce que moi je dis. À supposer que moi je suis un propagandiste. Je dis à bien à supposer. Mais c'est à toi de venir dire, mon frère Zoku, bon, je ne sais pas où tu tiens pour toi là, hein, mais voici la source, voici le montant. Et puis à partir de là, ceux qui nous écoutent là, ils sont éclairés. Sinon, je n'ai pas cité que ça. Il y a plusieurs éléments que j'ai cités. Mais peut-être que tu n'as pas fait attention. On pourrait déjà commencer par là. La lettre du continent, 2019, la présidente de la République a menacé même de les traduire en justice. Parce qu'ils ont révélé le budget de souveraineté. Où nous en sommes avec la plainte, la démarche. Est-ce que ce budget de souveraineté aujourd'hui est vrai ou il est faux? Voilà. Voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question. Bon, merci. Merci, Zoku. On va passer la parole à M. Cheikh. Il y a le grand frère Ayede qui voulait répondre. Alors, si vous permettez, je suis sur le site de la Direction générale des financements du ministère de l'économie et des finances. C'est eux qui gèrent la
Merci beaucoup. C'est sur le même site que je suis. Merci. Voilà. Vous savez, ces gens-là, comme je l'ai dit là, ils viennent. Je suis en train de vous montrer le document qu'on peut trouver sur ce site-là. Voyez-vous, c'est un document, c'est les statistiques c'est lui qui est là. Vous pouvez voir un peu. Je vais vous montrer l'origine. Voilà. Vous pouvez voir. Je suis sur la direction générale des financements de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, ils ont sorti un document où ils donnent une idée de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est un document qui donne la période 2020 jusqu'à juin 2024, avec une estimation de l'endettement à fin décembre 2024. Vous savez, l'endettement aujourd'hui en 2025, donc généralement, il faut une situation à mi-parcours, donc ça va sortir certainement autour de août par là. Voyez-vous. Alors, le montant qui est là, monsieur, quand vous voulez savoir un montant, il faut savoir que au 30 juin, le stock, la dette était à 28 944 milliards. 28 944 milliards. La projection qui est faite à fin d'année, là, c'est 31 000 milliards. Alors, vous, là, voilà, ça, c'est une source gouvernementale. C'est-à-dire, je t'invite à monter sur le site de la Direction générale des financements, tu vas voir ça. Alors, vous montez sur les panels, vous balancez des chiffres à tout vent, sans base. C'est-à-dire que je sais pas, c'est-à-dire c'est quoi? Quelle est l'intention derrière? Quelle est cette intention de passer tout son temps à monter sur des panels, à balancer des chiffres qui sont faux? Voilà une source crédible. C'est le ministère de l'économie et des finances. Sauf si tu viens nous montrer une autre source que celle du ministère de l'économie et des finances sur la situation de la dette. La deuxième chose, mais en fait, je t'ai entendu répéter ici, budget de souveraineté. Monsieur, je vais te donner une information. Hein. Alors, le décret qui institue ce que vous appelez le fameux budget de souveraineté, en réalité, le vrai nom, on appelle ça les fonds spéciaux. C'est le décret 2002-349 du 17 juillet 2002. Tu sais, ça a été signé par qui? Ça a été signé par le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui, pour la première fois, a formalisé ce qu'on appelle les fonds spéciaux. Alors, je vois que vous répétez des choses à tout vent. Vous parlez des choses que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je t'invite à aller télécharger ce décret-là, à le lire, et tu vas comprendre comment se déterminent les fonds spéciaux. Mais je vais te résumer ça. Surtout ceux qui écoutent, eux, ils ont surtout besoin d'avoir l'information. Alors, il faut savoir que les fonds spéciaux, c'est ce qu'on appelle en matière budgétaire les imprévus. Donc, c'est-à-dire que quand on fait le budget d'une institution, on prévoit entre 5 et 10% une ligne qu'on appelle imprévue. C'est ça le sens de ce qu'on appelle le budget, c'est que vous appelez de façon abusive le budget de souveraineté. C'est encadré par la loi. Alors, j'ai souvent entendu dire, comme ce monsieur-là certainement, il pense que c'est de l'argent qui est là et qu'on peut prendre ça pour faire tout ce qu'on veut. Mais c'est faux, monsieur. Si vous avez travaillé une seule fois dans une entreprise dans votre vie, vous allez savoir que même les imprévus, mais suivent les mêmes procédures qu'une dépense normale. Je vais donner un exemple tout simple. Alors, quand les éléphants ont gagné, dites-moi, quand les éléphants ont gagné la CAN l'an passé en 2024, vous pensez que sérieusement, il y avait une ligne budgétaire qui était prévue dans le budget qui disait que voilà les récompenses? Non. Un homme sérieux qui fait un budget au niveau d'une entreprise, à plus forte raison au niveau d'un État, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Et la gestion de ces imprévus-là, mais elle répond aux mêmes règles d'exigence de l'ensemble des dépenses de l'État, monsieur. Il faut arrêter de monter sur les panels pour raconter tout et n'importe quoi. Alors, le taux, je vais te donner la deuxième information, surtout pour ceux qui nous écoutent, parce que je ne parle pas à ce monsieur-là, parce qu'il raconte n'importe quoi. En fait, l'information, le taux, ce budget d'imprévu, là, c'est compris entre 5 et 10% du budget de l'institution. C'est une ligne qui est prévue. Donc, si vous prenez, par exemple, le budget de la présidence de la République, là, vous aurez un taux de budget, ce qu'on appelle une ligne d'imprévu, qui est prévue qui est prise en compte par ce décret. Vous allez avoir un montant qui va être compris entre 5 et 10%. Et je répète, son fonctionnement là, ça relève mais du fonctionnement normal des dépenses. C'est-à-dire que c'est le même ordonnancement. Lorsqu'il faut utiliser cette ligne budgétaire là, vous suivez le même ordonnancement. C'est-à-dire que souvent vous montez sur les palais, vous donnez l'impression aux gens que oui, parce que pour une institution, il y a ce qu'on appelle une ligne sur des fonds spéciaux, parce qu'en fait, on appelle ça des fonds spéciaux. Hein. C'est-à-dire, si vous lisez le décret, là, moi, je vous donne les références du décret. Je vous invite d'aller lire les références du décret. Vous allez voir. Et puis, vous allez surtout arrêter de mentir, de passer sur les panels. Quand vous estimez, par exemple, que le budget de souveraineté de la présidence est 346 milliards, comme vous avez dit. Alors, allons sur la base plus courte. Allons sur la base courte de 10%. Donc, ça voudrait dire quoi? Que le budget de la présidence s'élève à plus de 3 000 milliards. Mais monsieur, le budget 2015, là,
Le budget 2015, par la nomenclature du budget, là, c'est un document qui est public. Allez prendre ça, regardez, prenez toutes les institutions de Côte d'Ivoire. Le budget, là, c'est décliné dedans. Montrez-nous où se trouvent ces milliers de milliards là, de budget pour la présidente de la République. Arrêtez, il faut arrêter de mentir. Vous montez sur les panels, bon, enfin, je ne vais pas utiliser le mot mentir pour ne pas être dur. Vous montez sur les panels, vous racontez du grand n'importe quoi, des contre-vérités à tour de bras. Je répète les références de ce décret qui a été signé de la main du président Laurent Gbagbo. Le décret sur les fonds spéciaux, c'est le décret 2002-349 du 17 juillet 2002. Allez le télécharger, lisez-le, voyez en quoi il consiste effectivement. Et j'ai résumé en quoi il consiste. Il consiste simplement à prévoir une ligne d'imprévu dans un budget. Je vous assure, si dans votre vie, vous avez travaillé dans une entreprise et que vous avez dans votre vie fait un budget, vous savez ce qu'on appelle les lignes d'imprévu. Vous savez ça. Tout le monde qui a fait un budget une seule fois dans sa vie, même au niveau de la famille, là, on prévoit une ligne imprévue. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver qu'on n'a pas expressément prévues. Alors, donc c'est bon, écoutez, je vous en prie, hein, nous, notre effort, là, notre devoir, c'est de vous donner les informations, monsieur Zoku. Allez voir ce décret qui a été signé par votre champion, lisez-le, et puis, pour une fois, acquérez de la vraie connaissance. Arrêtez de monter sur les panels. Vous êtes monté ici, vous avez parlé de 42 000 milliards, on vous demande vos sources, on vous demande votre source, vous êtes à vous tergiverser. Mais comme d'habitude, il n'y a pas de source, on sait. Ah oui, c'est telle presse qui a dit, vous pensez que des choses aussi sérieuses que le budget d'un État, il y a quand même des institutions dans un pays. Il y a des sources d'État, comme ce que je suis en train de faire là. Je suis sur un site qui est un site officiel du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller dessus, vous pouvez voir ce document-là, vous pouvez le parcourir, vous pouvez voir dedans. Dedans, il y a même le taux d'endettement, tout, vous avez plein. Il y a une analyse détaillée, statistique de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout. Mais comme d'habitude, là, cette paresse intellectuelle, comme d'habitude, vous faites preuve, vous êtes incapable d'aller chercher l'information. Vous préférez entendre des choses. C'est sur la base des oui-dit. Vous montez sur les panels. Vous répétez vos oui-dit, là, comme des perroquets, sans même faire cet effort-là. Cette exigence de cohérence et d'exigence de sérieux qui vous oblige à aller vérifier l'information. Vous êtes incapable. Mais nous, là, on est très, très, très sérieux quand on parle de chiffres, mais nous, on prend le temps d'aller à la bonne information. Et c'est pour ça que pour vous déconstruire, là, vous voyez, ça s'est fait vraiment dans la paix du Seigneur. Parce que vous racontez que des choses qui sont très, très loin de la vérité. Et là, c'est comme ça, comme ce que je suis en train de faire là. Le site est là. Je vous invite, si vous êtes devant un ordinateur, vous pouvez monter, vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. C'est un document public. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas à cacher des informations. Les informations sont d'ordre public. Et je vais vous donner une bonne nouvelle, monsieur Zoku. Vous savez, depuis ce mois-ci, l'ANSAT, qui est l'Agence nationale de statistiques qui a remplacé l'INS, va produire de façon très périodique des rapports. Ils ont sorti les tout premiers rapports, qui est un rapport public et qui est très intéressant, qui couvre tous les pans de la vie de la Côte d'Ivoire, la démographie, la santé, l'éducation. Il y a des statistiques qui sont disponibles. Si vous aimez les bonnes informations, c'est un document, une fois de plus, public, gratuit. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer par WhatsApp, par email, par tous les moyens. Ce document, il est public. C'est un document d'une trentaine de pages, mais qui est extrêmement riche. Vous avez dedans toutes les statistiques sur la Côte d'Ivoire. Quand on est un homme structuré, quand on veut faire des débats vraiment sérieux, on va chercher les bonnes informations et puis maintenant, on fait Je suis sur le site, hein. Je suis bien sur le site ici, grand frère Ayédé. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Voilà, je pense que... Je peux réagir. Ouais, Zoku, il y a Modéré qui a une motion, il y a Zoku qui a une motion aussi. Non, j'ai S'il vous une plaît, motion Andy, aussi, hein, bonjour. s'il vous Je plaît. peux parler. Ça fait longtemps que je suis là. Oui, mais Je là, peux dire quelque chose, s'il vous plaît. beaucoup de choses me concernent. Maman, excusez s'il vous plaît. Il a dit des trucs, des contre-vérités. Moi, je demande tout simplement une source des détournements. Ayédé a dit des trucs sur moi. Laissez-moi. Vas-y. Voilà, juste en 2-3 secondes. Je voulais juste faire une motion, Zoku, avec... Oui, tu vas faire ta motion, vous allez faire votre motion. Modéré, parce qu'il y a deux opposants. Il y a Zoku et moi. Ça allait être le package. Si M. Ayédé répondait Zoku, tu pourrais reprendre par là, quoi. Ça pourrait peut-être te mettre de l'eau au moulin aussi, quoi. Oui, mais je vais dire que M. Ayédé, déjà, je ne suis pas en train de me promener de panel à panel pour raconter n'importe quoi. Même à supposer que tes 31 milliards, 1000 milliards là, qu'on prenne ça
Mais hier, on a récusé 6 000 milliards. Mais Zoku, Je viens, quand tu parlais, c'était pas une non, s'il te plaît. non, je te donne la parole. Je te donne la parole. Tu as cité des trucs. Monsieur Ayédé a montré la caméra, a montré des preuves. Est-ce que tu peux nous montrer des sources? Oui, bien sûr. Vas-y. Moi, je ne sors pas comme ça. Après, je donne la parole. T'inquiète pas. On est sur le panel, hein, je ne vais pas quelque part. Je veux que vous dites ce que vous avez à dire, et quand je vais sortir pour moi, là, vous allez voir que ça va prendre. Mais ce que je vais dire déjà, si on s'en tient aux 31 000 milliards, c'est déjà beaucoup. Parce que hier, on a jugé que 6 000 milliards, c'était trop. 6 000 milliards de dettes, c'était trop. Donc si aujourd'hui on a 31 000 milliards, c'est déjà énorme. Ça, ne serait-ce que ça d'abord. Maintenant, ce que M. Ayédé ne doit pas confondre, parlant du budget de souveraineté, et puis les dépenses, on va dire, dit donc de souveraineté de l'État, il y a deux choses. Voilà, je ne parle pas des dépenses de souveraineté de l'État qui émanent des différents ministères. C'est pas de ça que je parle, hein. Parce que là, oui, bien évidemment, ces dépenses de souveraineté de l'État là sont tracées, comme tu le dis si bien, c'est budgétisé, tout est, voilà. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est dans ça que tes fameux imprévus dont tu parles là, c'est dans ça que ça se retrouve. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec les imprévus. Le fonds de souveraineté là, ce sont des fonds politiques discrétionnaires dont dispose le chef de l'État. Autant de Bédié, il y en avait. Quand Gbagbo est venu là, même autant du feu, il y en avait, mais ce n'était pas canalisé. Tu comprends un peu? Et donc, à cette époque-là, Gbagbo disait, on ne peut pas mettre la main dans la caisse comme ça, puis enlever l'argent comme on veut, quand on veut. Et donc, quand Gbagbo arrive, c'est lui qui normalise les choses. C'est pourquoi ce décret que tu as lu là a existé. Pour dire, quand bien même que le président de la République devrait avoir un fonds de souveraineté, il faut que ce fonds de souveraineté-là soit encadré. Aujourd'hui, là, sous Gbagbo, c'était 80 milliards. Aujourd'hui, sous Ouattara, c'est 342,6 milliards. C'est de ça que je parle, en fait. Qui n'a rien à voir avec le budget de la présidence que j'ai cité tout à l'heure. Si tu veux bien qu'on mène ce débat, je suis très à l'aise. Je ne dis pas n'importe quoi, frère. Voilà. Mais Zoku, montre-nous une source quand même. Voilà. Zoku, montre-nous une source pour qu'on puisse avancer. Donc, ce que... Non, mais écoutez, je vais vous montrer les sources de tout, même tous les détournements. Est-ce que je suis pressé? Je ne suis pas pressé. Tous les détournements que j'ai cités tout à l'heure, j'ai toutes les sources ici. Je vais vous les communiquer tout à l'heure. Je ne suis pas pressé. Voilà. En même temps, donc, ce que je... déclarer, vas-y en même temps, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, pour dire que, et ça, j'ai même dit que l'État de Côte d'Ivoire a tenté de poursuivre le journal, le continent, comment on appelle ça, la lettre du continent. Parce que la lettre du continent a révélé ce montant-là. Où nous en sommes aujourd'hui. Et ce que je dis là, c'est, vous pouvez, comme vous êtes sur Google, la chercher. Mais il faut nous montrer les choses. Voilà. Tu parles. Il faut montrer. Andy, moi je vais descendre. Ça fait longtemps que je suis là. Bon, c'est les mêmes trucs. Madame, vous prenez. Il va chuter en une minute. Et voilà, après, tu prends la parole. Je suis pour dire à madame, faut avoir le cardio. C'est comme ça, vous nous dites ça, que nous n'avons pas avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Et je suis pour dire... Cardio, ça fait longtemps que je suis là. Mais ce que tu dis, c'est qu'il est annoying. C'est tout mal. Du coup, on va laisser la maman parler, s'il te plaît. Oui, mais elle peut parler. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Elle peut parler. Non, Andy, il doit nous donner les sources. Andy, pardon, ne le coupe pas. Monsieur Zoku, donnez-nous les sources. Je suis devant mon ordinateur. Une seule source, s'il vous plaît. Je vais vous donner les sources, madame. Vous voulez quoi? Les sources de quoi? Bro, il ne va jamais vous donner les sources. Vous perdez. Non, mais je vais donner les sources aussi. Oui, exemple. Les gars, la source sur les détournements, dans les milliards de détournements. Moi, j'ai besoin de ça. Une seule source. Il faut taper 3 fois www.abidjan.net. Hein? Tu vas parler du détournement de 430 millions disparus à l'université Félix Faure-Boigny. Si tu tapes ça, tu vas voir. Il faut taper 3 fois www.rfi.fr 28 février 2018. Tu verras les 400 milliards détournés du programme présidentiel d'urgence. Tu vas voir ça. Si tu veux voir le détournement de 500 milliards dans la filière café-cacao, tu vas sur 3 fois www.afrique-sur7.info7.fr. Tu verras et burninews.net. Tu verras des informations. J'ai autant d'éléments comme ça que je peux vous donner. Merci beaucoup, Zoku. Jeune Afrique de 2017. Hein, vous voyez
numéro 759 daté du 30 août 2017 du mois. Voilà, la lettre du continent. D'accord. Non, monsieur Zoku, excusez-moi. Sugar, garde la maman qui veut parler. Tu vas répondre après, tu vois, non? Sugar, quand tu vas prendre ton temps de parole, tu vas déconstruire les propos de Zoku. Faut pas Non, être mais ne pressé. perdons pas de vue la crédibilité dans la scène Ouattara que j'ai mis là sur la page. Il y a modéré qui a une motion. Il a compris, Voilà. il y a modéré qui a une motion. On va laisser modéré prendre sa motion, puis on va donner la parole à la maman, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Ayede, bonsoir. Il y a Yisso avait une motion avant. Bon, je vais poser la question à monsieur Ayede. Je vais beaucoup après. Il y a deux. Après la maman, c'est Isso. Comme, voilà. Monsieur Ayede, monsieur Ayede, je vais vous dire, je voulais savoir quelque chose. Est-ce que à 1 an ou à 8 mois de la défaite de Macky Sall, lorsque l'État sénégalais présentait l'endettement du Sénégal, est-ce que c'était vrai ou faux? Parce que c'est l'État qui donnait l'endettement du Sénégal. Je le dis, je fais une parenthèse pour dire que parce qu'après son départ, on a découvert que il y avait une dette qui était cachée de près de 7 000 milliards de dollars, par exemple. Est-ce que ce que Macky Sall fournissait au peuple, est-ce que c'est parce que ça vient de la présidence que c'est crédible? C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a plusieurs sources. Moi, je suis une source qui me parle de l'endettement de la Côte d'Ivoire, qui a 31 000 milliards, pendant que toi, tu dis 28 000 milliards. On est en train de tous spéculer. Je vais juste poser la question à M. Ayede. Est-ce que c'est parce que ça sort de la présidence que c'est crédible, du moment où on a eu un cas au Sénégal, où les Sénégalais aussi sortaient l'endettement? Au niveau de Macky Sall, c'était la présidence qui sortait, mais arrivé un certain moment après, on a vu, lorsqu'il n'était plus là, que c'est pas crédible. Oui, M. Ayede, comment vous pouvez commenter ça, par exemple? Mais le modéré, merci pour cette question. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est d'abord l'organisation qui est en place en Côte d'Ivoire pour la gestion de la dette. J'ai pris le temps de dire qu'il y a une direction générale des financements. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, tu as des gens, des experts qui sont là. Quand ils se lèvent le matin, là, quand ils vont au travail, là, leur travail, c'est essentiellement cela. Tu comprends? C'est-à-dire que eux, leur travail, c'est de pouvoir gérer l'ensemble de l'endettement de la Côte d'Ivoire, au quotidien chercher des financements. Aujourd'hui, quand vous voyez, on arrive à lever des financements, que ça soit les Samora Bons et tout ça, c'est sur la base du travail de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment des gens qui sont des experts dans leur domaine. Alors, si vous pensez que parce que il y a eu une situation qui s'est passée au Sénégal, donc il faut généraliser ça partout, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, là, si vous pensez que l'endettement qui est aujourd'hui affiché par la Côte d'Ivoire n'est pas juste, mais vous en apportez la preuve. Alors, je voudrais quand même faire une petite correction. Le stock de 28 000 que j'ai donné là, c'est au 30 juin. J'ai dit que je vais donner le montant exact qui est projeté au 31 décembre 2024. C'est exactement 30 400 et poussière, 400, c'est 30 000, c'est dans le document. C'est des documents qui sont publics. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, monsieur le modéré, tu peux taper la Direction générale des financements au niveau du ministère de l'économie et des finances. Tu auras accès, tu auras toutes les informations. Tu verras un peu les gens qui travaillent, les experts qui travaillent dans cette direction-là. On va te les montrer. Il y a les photos. C'est des Ivoiriens comme tous ceux, des gens qui travaillent, des professionnels. Voilà. Donc, moi, je t'invite à le faire. Alors, si sur la base de ça, tu penses que parce que il y a eu un audit quelque part qui a montré un problème, donc il faut généraliser à l'ensemble des pays. Bon, c'est aussi un raccourci que je trouve quand même qui est malheureux. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux et le président Alassane Ouattara est un monsieur très très sérieux. Je pense que ces choses-là. Et puis juste pour rappeler, le background de Macky Sall est différent du background du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est à la base c'est un économiste. Vous savez, il a travaillé, je ne vais pas vous revenir sur son parcours, combien de pays, quand il était au FMI, il a travaillé sur des dizaines de pays, sur l'économie des dizaines de pays, même souvent des pays développés, des pays sous-développés. Donc, c'est des problématiques aujourd'hui là qu'il connaît très bien. Et c'est pour cela qu'il se fait entourer. Moi, je vous invite, le modéré, je t'invite à aller chercher à regarder le profil du DG des financements. S'il te plaît, je dis quand tu vas faire ça, alors, je pense que ça sera quand même une information pour te montrer tout le sérieux qui est accordé à la gestion de la dette en Côte d'Ivoire. Mais je vais donner c'est un diplômé de Harvard qui est à la tête de la Direction générale des financements de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est juste ce que je voudrais te dire. Et moi, je le dis, vous pensez que sérieusement,
toutes ces personnes-là, avec les compétences, avec tous les backgrounds qu'ils ont, ils vont venir se mettre à mettre dans des tiroirs de l'endettement, tout ça, simplement pour embellir les choses. Non. Aujourd'hui, nous sommes un pays transparent. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire fait l'objet de ratings. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai rappelé ici, les institutions de financement, que ça soit S&P, que ça soit Moody's, que ça soit Fitch, c'est des pays qui viennent aujourd'hui, qui conduisent des audits, qui regardent. Et sans oublier les programmes qu'on a avec les institutions de Bretton Woods, FMI. Monsieur Aïdé, est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens connaissent combien touche le président de la République? Mais je ne comprends pas le sens de cette question. Non, je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est rendu public le salaire du président Alassane Ouattara? Non, mais c'est ce que je dis. Je ne comprends pas le sens de cette question. Non, je veux savoir, est-ce que la transparence là, est-ce que la transparence, par exemple, nous, la première fois où on a su ça, c'était Gbagbo qui avait publié ça et vous étiez là quand on a su ça, avec le ministère de l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est là peut nous dire combien touche le président de la République, M. Aïdé? Dans le souci de transparence. Alors, j'ai dit, cette question-là n'a aucun sens. Parce que ce qu'aujourd'hui, ce qui est important. En fait, bon, ok, on va évoluer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, vous voulez tellement dire que le président est clair, il est clean, il est tellement transparent. Je te pose juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que, attends, et j'ai dit modéré. C'est pas mieux d'attendre ton des moi, je travaille. Tu penses que toi, moi, je vais te communiquer. C'est sur TikTok que je viens te communiquer mon salaire. Tu penses que mon salaire mensuel, là, c'est sur TikTok que je viens te communiquer ça. Mais non, tu penses que le DG des financements dont j'ai parlé, tu penses qu'il va aller monter sur un panel ou bien c'est à la télévision, il va te dire oui, je suis fonctionnaire, voilà ce que je gagne. Non, il faut arrêter. Non, monsieur Aïdé, il faut mieux d'attendre ton temps de parole pour réagir. Monsieur Aïdé, s'il vous plaît, pardon. Monsieur Aïdé, que ce soit député, maire, tout cela, même Azalé Tchemoko récemment a donné son salaire, le député. Tout ce qui est public, même les footballeurs, on voit. Mais moi, je suis dans le privé, je peux cacher mon salaire, mais même on connaissait le salaire de Drogba et autres, tape. Donc pour le président de la République, c'est normal. Mais si en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas tout ça, mais quand vous venez nous parler de soucis de transparence, oui, l'économie est comme ça, nous on dit qu'il y a toujours un flou qui est là. Ils n'ont qu'à plus nous éclairer encore, M. Aïdé. Et vous ne pouvez pas me donner aussi combien ça la salle. Merci beaucoup, modéré. Vous ne pouvez pas me dire ça. Bientôt. Excusez-moi, moi j'ai une situation avec piège de ça. Une situation et puis je vais parler. Andy, si vous voulez faire un débat technique là, sur l'économie, dites aux gens qui ne maîtrisent pas ces sujets de ne pas monter. La dame là, elle a duré puis elle est partie. Tu vois, non? C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler. Merci beaucoup. Okay. Je vais juste donner la parole à Monsieur Isso. Vas-y, Monsieur Isso, tu as 5 minutes pour te prononcer sur le sujet. Bonsoir tout le monde, bonsoir au grand frère Aïdé.